vous me rajeunissez d'un demi-siècle, vous êtes d'une violence ce matin. On va continuer à vous rajeunir, mais vous savez que le magazine existe toujours. Bien sûr. Voilà, les magazines Pif Gadget reviennent en force pour Noël, Marine. Oui, une nouvelle fois, les auteurs veulent se démarquer des comics américains en proposant notamment des bandes dessinées avec des personnages plongés dans l'histoire. Écoutez son directeur de la publication. Ça va être un Noël très Pif Gadget pour tous les âges. Cette année avec d'abord Pif Gadget et son gadget Figital, une première, un jeu vidéo inédit, 3 buts à marquer, un challenge de plugging sur le terrain, on ramasse les déchets plastiques et on a plein de prix à gagner. Et puis pour les plus nostalgiques, mais aussi pour les enfants, l'histoire de Arnal, le créateur, un Espagnol qui a résisté au franquisme, qui ensuite a lutté contre les nazis, a connu les camps de concentration, pour finalement accoucher de Placide et Museau d'abord, puis Pif et Hercule. Et puis un vrai phénomène, on est très fiers, un manga, Opifo et Herculaï, qui est recommandé par Patrick Sobral, vous vous rendez compte, l'auteur de la série Phénomène, Les Légendaires. Et donc, je crois que je peux vous dire aujourd'hui que ça va être un Noël très Pif Gadget cette année. Pif Gadget dans l'histoire avec un grand H finalement. Ah oui, et puis là, je pense que Frédéric Lefebvre devrait envoyer un carton du côté du Parc des Princes, parce que 3 buts à marquer avec le jeu vidéo, ça a marqué 3 buts pour le PSG en ce moment, on l'a vu à Munich ou contre Nantes hier soir, c'est mission impossible, donc monsieur le ministre, là, faites un geste de bonne volonté. Eh bien écoutez, c'est parfait, ça nous fait le lien avec les sports, tout de suite on va parler football justement. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Retrouvez votre programme avec Debar Automobile, réseau national multimarque pour trouver votre voiture au meilleur prix. On ne va pas chez Debar par hasard. 13e journée de Ligue 1, Marine, le PSG affrontait Nantes. Score final, 1-1. À peine le début du match commencé, le Parisien Achraf Hakimi ouvre le score à la 2e minute. Nantes répondra à la 36e avec Mathis Ablin. Paris conserve la première place au classement provisoire. Nantes est 16e au classement. C'était votre programme avec Debar Automobile, réseau national multimarque pour trouver votre voiture au meilleur prix. On ne va pas chez Debar par hasard. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. J'espère qu'il va revenir très vite dans l'émission, j'espère. Oh bah avec bonheur. Est-ce qu'il reviendra? Bon courage pour le dentiste. Merci. Entre nous. Merci. Voilà. On sait tout. Marine Sabourin, que je retrouve le week-end prochain, avec grand plaisir, Harold Iman et Jules Torres également. Je vous souhaite une excellente journée à tous sur CNews. Restez avec nous dans quelques instants. L'heure des pros avec Elliott Deval. Votre programme avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous propose l'achat de pièces d'or et lingots d'or. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne. Le temps pour le premier jour du mois de décembre, avec énormément de soleil pour débuter ce dimanche. À l'avant de la perturbation, la nouvelle qui va arriver par le nord-ouest, avec du vent en prime, flux de sud. Ça va souffler modérément jusqu'à 50 km/h. Quelques nuages bas de la Bretagne, effectivement, à la région parisienne, au bassin parisien, en passant par le vol de Saône. Notez également un peu de grisaille dans certaines vallées du sud-ouest et des passages nuageux sans conséquence du golfe du Lion jusqu'au relief Cévenol. Des entrées maritimes dimanche après-midi, toujours ce dégradé nuageux, oui. Alors quelques averses localisées, une perturbation de faible activité sur un bon quart nord-ouest du territoire. Les grisailles seront parfois tenaces sur une partie de la Bourgogne-Franche-Comté, à l'image de la veille. Et encore ces passages nuageux vers le golfe du Lion. Ailleurs, un soleil plus ou moins voilé, un temps lumineux. On va en reparler. Regardez ces températures l'après-midi, 16 degrés en moyenne sur la moitié sud. Ça va repartir à la hausse. En attendant, toujours des valeurs matinales bien fraîches, pour ne pas dire froide sur un bon quart nord-est du territoire. Abonnement à moins 2 degrés pour la Bourgogne-Franche-Comté, pour la Lorraine et l'Alsace. Dans Nancy, Strasbourg, Besançon, Dijon, 1 petit degré seulement pour Paris. Pas chaud, même température que dans Clermont-Ferrand, en Auvergne. C'est vous dire. L'après-midi, des valeurs en hausse partout. Oui, clairement, maxi comprise entre 5 et 22 degrés. 5 seulement pour le Dijonais, vers Auxonne également. Mais 22 degrés, par exemple, pour le Pays Basque.
Quasiment 9h sur CNews. Merci d'être avec nous pour l'heure des pros. À la une, ce matin, impossible d'affirmer que le gouvernement Barnier va tomber la semaine prochaine, mais il est plus proche du précipice que de passer confortablement Noël dans les ministères. Pour éviter la motion de censure, Marine Le Pen enjoint le Premier ministre à revoir sa copie. La censure n'est pas inéluctable, plaide la chef de file RN. Le symbole est fort. C'est la présidente du premier parti à l'Assemblée nationale qui dicte le tempo. Donne le là. Si censure il y a, elle symbolisera l'échec sur le long terme du Front républicain, l'échec des logiques partisanes, de la morale, la confirmation d'une crise de régime plus que d'une crise politique. Les conséquences d'une motion de censure restent incertaines. Les secousses à Matignon iront-elles jusqu'à faire trembler les murs de l'Élysée ? Jean-Luc Mélenchon en rêve. Et la gauche radicale se prépare. Mettre en péril le budget revient à cibler les Français. Alerte ce matin le ministre de l'économie Antoine Armand, ce même ministre qui, il y a 2 mois et demi, sur France Inter, expliquait qu'il ne recevrait pas le RN avant de se faire taper sur les doigts par Matignon. Dans cette séquence, personne n'en ressortirait gagnant. Alors, qui a le plus à perdre ? Ce sera la question qu'on va se poser évidemment ce matin. Mais avant cela, c'est le point sur l'information avec Marine Sabourin. Bonjour Marine. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Cet accident lors d'une parade de Noël hier soir à Trouville-sur-Mer, c'est dans le Calvados. La structure métallique en forme d'oiseau installée sur un char est tombée dans un virage. 13 personnes ont été blessées. En Espagne, plus de 100 000 personnes sont descendues dans les rues de Valence hier. Elles protestaient contre la gestion des inondations meurtrières fin octobre. Tous demandent la démission du président de la région, Carlos Mazón. Et puis Donald Trump vient de nommer un nouvel ambassadeur américain en France. Il s'agit de Charles Kushner, père de Jared, ancien proche conseiller de Donald Trump et gendre. L'homme a passé 1 an dans une prison fédérale pour des malversations fiscales. Il avait été gracié par Donald Trump vers la fin de son mandat à la Maison-Blanche. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Elliot. Merci Marine pour le point sur l'information. On est avec Sarah Salman. Bonjour Sarah. Bonjour Elliot. Avec Arnaud Benedetti. Cher Arnaud, bonjour. Avec Éric Revel et Elodie Huchard. Elodie Huchard, je le dis toujours, vous êtes l'une des journalistes les mieux informés du côté de ce gouvernement, parce que vous avez suivi pendant plusieurs années les Républicains. Est-ce que vous pouvez me dire si oui ou non, ce matin, on est déjà en train de préparer les cartons ? Ah bah, il y a une ambiance de fin de règne, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'espoir et beaucoup de doutes, si on résume un peu l'état d'esprit des troupes, qui pensent déjà à l'après. Pour certaines, c'est jamais bon signe en général. Vous l'avez bien résumé, on va parler dans un instant de la motion de censure, mais je voulais qu'on commence quand même avec ce tweet de Marion Maréchal, avec une image qui nous vient de Saint-Denis. Vous savez que c'est la période de l'Avent, et certaines villes ont du mal à parler de Noël. Ils parlent de destination bel hiver du côté de Saint-Denis, du 13 décembre 2024 jusqu'au 5 janvier 2025. Destination bel hiver. Aujourd'hui, ils transforment Noël en bel hiver. Demain, ils enlèveront le sein de Saint-Denis. Je précise qu'on a tenté de joindre le maire de Saint-Denis parce que je trouvais ça tellement gros que je me suis dit c'est une fake news, c'est pas possible. C'est pas très compliqué, c'est pas grave de parler de Noël, au contraire, ça fait du bien, c'est un beau mot Noël. C'est comme ça qu'on appelle. Non, parce que regardez à Nantes par exemple, on parle de voyage d'hiver pour les animations de Noël. À Angers, on a parlé fut un temps de soleil d'hiver. À Saint-Mandé, j'ai découvert ça. On parlait même d'hiver enchanté. Bel hiver à Saint-Denis. C'est plus surprenant à Saint-Mandé. Ah oui. Parce qu'il me semble Saint-Mandé, c'est une municipalité. LR, si je dis pas de bêtises. LR. Non, mais c'est pour ça. Hiver enchanté, soleil d'hiver. Et c'est pas le nom d'un événement dans ces communes. Vous êtes sûr qu'on est en train de substituer non, mais attendez. Je veux bien qu'il y ait des événements, si vous voulez, l'hiver. Mais l'événement majeur pendant l'hiver, ça s'appelle Noël. Est-ce qu'on substitue l'un à l'autre ? J'en sais rien. Non, mais je veux bien qu'on crée des événements. Pendant l'hiver, c'est logique, hein, mais je crois que le 24 et le 25 décembre, c'est la période de Noël. Il y a aussi des villes qui veulent plus de marché de Noël. Tous les ans, il y a un débat où il y a des villes qui vous disent le marché de Noël, il y a des débats si ça doit se tenir ou pas se tenir. Donc ça va dans cette droite continuité, malheureusement, mais c'est un reniement de nos racines chrétiennes. Bon, vous avez parfois au pied des mairies, des mairies qui veulent plus mettre de sapin, par exemple. Mettre en bois. En bois, c'était la mairie du 12e qui avait fait ça à Paris. À Paris, Bordeaux. Non, à Bordeaux, c'était autre chose. Ils avaient investi plusieurs dizaines, voire de milliers d'euros pour avoir le même sapin, je crois que c'était en verre, qui était réutilisable. Oui. C'est pour alors là, pour le coup, il faudrait retrouver l'image. Je le dis à Tania, qui est en régie. Pour la fin de l'émission, on reverra le sapin de Noël à la mairie du 12e, au pied de la mairie. C'était avec
non pas un beau sapin, grand sapin, mais c'était fait avec des plaques en bois. Vous aviez raison. Pas très esthétique. Bel hiver, hein, Arnaud. Oui, bel hiver à tous. Bel hiver à tous. Merci. Bel hiver. Joyeux Noël. Et joyeux Noël. Alors vous avez 24 jours d'avance, mais je serais heureux de recevoir un message de votre part. Début du calendrier de l'Avent. Effectivement. Et vous savez qu'à CNews, par exemple, nous, il y a le calendrier de l'Avent. Moi aussi, mais tous les ans, je le mange en une fois. Comment ? Tous les ans, le premier, je le mange en une fois. J'espère que vous ne le faites pas tous les jours de l'Avent, bien évidemment. Bon, actualité politique, on le disait. Puisque la leader du Rassemblement national, Marine Le Pen, a appelé hier le Premier ministre Michel Barnier à d'ultimes concessions sur ce budget pour éviter une censure. Le gouvernement est-il prêt pour autant à de nouveaux gestes ? J'en ai pas l'impression, et donc la censure se dessine. Et qui dit censure dit que ce gouvernement, Michel Barnier, pourrait tomber dans les prochaines heures. On voit le sujet d'Alice Sommerer et on en parle juste après. Marine Le Pen est en position de force et elle le sait. La leader du Rassemblement national continue de menacer Michel Barnier d'une censure de son gouvernement. S'il veut éviter le veto du Parlement, elle le rappelle à la table des négociations. La censure n'est pas inéluctable. Il suffit que Michel Barnier accepte de négocier. Il est issu d'une famille politique qui a 47 députés. Cela devrait pousser à la discussion. Une menace à peine dissimulée. Irresponsable pour les membres du gouvernement, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, appelle à la responsabilité. Rien aujourd'hui permet de garantir le redressement des comptes publics en allant plus loin que ce que l'on a déjà fait. Le compromis n'est pas le chantage, il ne peut y avoir d'ultimatum. Nous avons été responsables, à chacun maintenant de l'être aussi. L'heure est trop grave. Une ligne également défendue par Antoine Armand. Le ministre de l'économie dénonce le manque de cohérence de Marine Le Pen et rappelle dans les colonnes du JDD que mettre en péril le budget revient à cibler les Français. L'absence de budget aura au moins 3 conséquences. D'abord des effets mécaniques pervers, à commencer par l'impôt sur le revenu. Comme il ne sera pas indexé sur l'inflation, son barème resterait identique à celui de 2024. Deuxième effet, toutes les urgences qui trouvent une réponse dans ce budget seront laissées pour compte. Je pense au secteur agricole. Et enfin, l'incertitude économique et financière très forte qui pourrait rapidement placer la France dans une situation délicate. Les prochains jours restent très incertains pour l'avenir du gouvernement. La leader du Rassemblement national le rappelle, la balle est dans le camp de Michel Barnier. Et je pense aux téléspectateurs qui nous regardent, ils doivent se poser la même question que je me pose ce matin, c'est pourquoi censurer Arnaud Benedetti ? Quel serait l'intérêt de censurer ce gouvernement ? Si vous voulez, les motivations sont vraisemblablement différentes. De toute façon, ce sera une motion de censure qui sera déposée par le nouveau Front populaire, en l'occurrence. La question est de savoir si le Rassemblement national s'y associe ou pas. Il y a un mois, je vous aurais dit non. Clairement, aujourd'hui, manifestement, on est plutôt, disons, dans une dynamique où le Rassemblement national semble aller vers la censure. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. La question que je vous pose, c'est pourquoi censurer ? C'est pas est-ce qu'ils vont, oui ou non. Quand on regarde les arguments du Rassemblement national, il y a les arguments officiels et puis après, il y a peut-être, les dispositions officieuses. Officiellement, ils considèrent que le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, parce que c'est ça dont on va parler demain à l'Assemblée nationale, à 15h, il y a un certain nombre de dispositions qu'ils considèrent contraires à l'intérêt général du pays, alors notamment sur l'allègement des charges sur les salaires, sur la désindexation des pensions, sur l'AME également. Ils considèrent que les mesures annoncées par Barnier sont insuffisantes, donc il y a tout ça. Ensuite, ils regardent aussi les études d'opinion, c'est-à-dire qu'on voit bien que majoritairement, une grande partie de leur électorat aujourd'hui est favorable à la censure. Et il y a autre chose qu'ils regardent, c'est que quand on demande aux Français quel est le premier opposant dans ce pays aujourd'hui, c'est plus le Rassemblement national, c'est plutôt le nouveau Front populaire et principalement LFI. Donc ces considérations qui sont des considérations tactiques peuvent aussi, quelque part, aujourd'hui expliquer la position qui pourrait être celle demain du Rassemblement national. Donc là, vous avez envie de rentrer dans la popote politique. Il y a deux paramètres. Il y a des paramètres qui sont des paramètres sur le texte en tant que tel et des paramètres... Et moi, j'ai cru comprendre ces dernières semaines, voire ces derniers mois, que le Rassemblement national ne se considérait plus comme la première force d'opposition, mais comme une force de gouvernement. C'est-à-dire une force qui est aux portes de l'Élysée, aux portes de Matignon. Donc, qui a le plus à perdre dans cette séquence-là, si motion de censure il y a et si le gouvernement tombe ? Alors évidemment, si le gouvernement tombe, c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Mais après, en fait, en politique, l'important, c'est de pouvoir se justifier. Le Rassemblement national est en train de regarder, et d'ailleurs, depuis le début de l'étude du budget, comment il peut justifier à ses électeurs sa position. Au début, le Rassemblement national disait si on arrive à avoir une ou deux concessions,
on ne censurera pas et on dira à nos électeurs, on n'a pas censuré parce qu'on a gagné un certain nombre de compromis. Michel Barnier étant campé sur ses positions, pour reprendre les mots de Marine Le Pen, du côté du Rassemblement national, on a évidemment fait monter les enchères parce que si aujourd'hui le Rassemblement national censure que derrière il y a des gouvernements qui tombent régulièrement, parce que s'il censure Michel Barnier maintenant qu'on a un jour ou l'autre un gouvernement issu de la gauche, ils devront le censurer. Donc la complexité, c'est eux qui veulent devenir de plus en plus respectables. Comment ne pas tomber dans le parti du chaos? Et il y a une petite musique qui monte de certains qui se disent, vous parliez effectivement de la motion de censure du Nouveau Front Populaire à laquelle le RN pourrait finalement adhérer, ou de se dire le Rassemblement National dépose sa propre motion de censure, le NFP a priori ne votera pas avec eux, ça serait un entre-deux, on est allé au bout, on a déposé une motion de censure, mais on sait qu'elle ne passera pas. Éric Revel, je vais vous donner la parole dans un instant, mais je voudrais qu'on écoute d'abord Jordan Bardella qui a accusé le gouvernement hier d'une sorte de sectarisme, c'est-à-dire que le Rassemblement national a été reçu par exemple par Michel Barnier simplement cette semaine. Ça fait 2 mois et demi que le gouvernement a été formé. L'immigration, l'aide au développement, la fraude, la taxation des rachats d'actions, tout ça est sur la table. Or, le gouvernement, peut-être par idéologie ou par volonté de plaire à la gauche, depuis le début de sa composition, depuis le début de ses travaux au mois de septembre, a refusé d'adopter toute mesure qui venait du Rassemblement national. Rien ne peut se faire sans nous aujourd'hui. On a le premier groupe à l'Assemblée nationale et à partir du moment où nous considérons que des lignes rouges sont franchies et que ce budget est au détriment des Français et au détriment de nos entreprises, alors nous ne laisserons pas passer. On fait ça entre eux à l'Assemblée nationale. Ils ont refusé de prendre en compte les propositions, les amendements qui étaient ceux du Rassemblement national. Rendez-vous compte que ce gouvernement est quand même allé jusqu'à s'opposer à la proposition que nous avions faite d'expulser les délinquants et criminels étrangers ou de rétablir des peines planchées. Donc quand on en est là, on est dans une forme de sectarisme. On n'est pas dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt général. Moi, ce qui compte, c'est l'intérêt des Français. Vous confirmez que sur ces 2 derniers mois, le Rassemblement national avait par exemple proposé le rétablissement des peines planchées et que ce gouvernement ne l'avait pas voté? Oui, notamment dans la niche parlementaire du Rassemblement national de fin octobre, 30 ou 31 octobre. Ouais. Donc c'est l'une des raisons, selon Jordan Bardella, qui aujourd'hui fait que le RN pourrait voter la motion de censure. Oui, enfin je note quand même que dans cette mélodie en sous-sol, il y a 2 instruments un peu différents quand même. Hein. C'est pas tout à fait la même position. Alors c'est sans doute un jeu politique, hein. C'est pas tout à fait la même position de Bardella que celle de Marine Le Pen là maintenant. On a un Bardella qui est sur visiblement la censure, peut-être poussé par l'électorat RN, puis vous avez une Marine Le Pen qui dit donc que c'est pas inéluctable. Alors il y a une espèce de supplice chinois, comme le titre très justement le JDD ce matin. Il y a un supplice chinois. Moi, ce qui m'inquiète quand même un peu, je vais vous dire, c'est que pendant ce temps-là, les Français ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés en termes d'impôts. Les entreprises ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées en termes d'impôts. Les investissements dont a besoin ce pays pour faire de l'emploi sont différés. Et tout ça, en fait, ça passe un peu sous silence. Quand le ministre des Finances, Antoine Armand, dans le JDD ce matin, dans cette longue interview, explique, il a raison de souligner que l'agence de notation Standard & Poor's n'a pas dégradé la France et l'a laissée stable, alors qu'on s'attendait au pire. Mais le chaos, en fait, il est déjà un peu en marche, parce que tous ces signaux dont je vous parle, c'est quoi l'avenir des Français face à la fiscalité qu'on va leur imposer? C'est quoi l'avenir des entreprises? Mais ça, c'est la responsabilité du Rassemblement national. Mais non, c'est pas ça que je dis. Donc c'est ça la grande question, c'est qui a le plus à perdre dans cette séquence? Je vais vous dire, les Français de demain, si censure il y a, ils vont reprocher cette censure à qui? Ils vont dire mais c'est de la faute du Rassemblement national, surtout si vous avez un gouvernement de gauche qui arrive à gouvernement de droite qui a augmenté les taxes, par exemple, du moins qu'il le souhaitait. Si c'est pour nommer Lucie Castet, comme l'a redit Emmanuel Bompard, l'a proposé à Matignon, qui sera l'invité du grand rendez-vous. Le résultat, ce serait de chasser Barnier. Mais il n'y a aucune chance que Lucie Castet, un gouvernement Lucie Castet ne tiendrait pas 48 heures. Enfin, dans l'état du nouveau Front Populaire. Donc, à mon avis, c'est un non-sujet, ça. L'argument qui consiste à faire peur à l'électorat de droite en disant que si Barnier tombe, on va nommer un gouvernement NFP avec Lucie Castet à sa tête, c'est un argument qui ne tient pas, 3 heures à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et je rajoute quand même une petite chose, Elliot. Vous me posiez la question qui a le plus à perdre, à gagner. Alors, je vais vous dire, il y a un cas de figure où ce serait très intéressant de le voir, c'est si Barnier acceptait, moi je tiens à cette analyse,
2 tiers, je dis n'importe quoi, des propositions du RN pour éviter de basculer. En fait, on assisterait à quoi? On assisterait à l'union des droites en marche. Mais oui, parce que en réalité, si Barnier LR... L'union des droites en marche. Mais pourquoi? Parce que si Barnier accepte 2 tiers des propositions du RN... Ça veut dire que c'est un budget RNisé, ça voulait dire. C'est un budget RNisé avec un Premier ministre LR. Donc vous appelez ça comment autrement? Et avec Antoine Armand qui était un proche... non, c'est Laurent Saint-Martin qui était proche de la Macronie. Donc vous avez raison pour cette idée. On écoute Didier Migaud, le ministre de la Justice, qui a réagi sur cette motion de censure ce matin. La censure, pourquoi faire? Pour changer de gouvernement. L'équilibre au niveau de l'Assemblée nationale sera le même, avec le même bloc central qui a une majorité relative plus forte que les 2 autres. Donc vous retrouvez la même situation. Et s'il n'y a pas de loi de financement de la sécurité sociale, s'il n'y a pas de budget pour 2025, les conséquences pour les Français et pour la France seront importantes. Je ne suis pas on va y assombrer dans le catastrophisme, mais je n'oublie pas que j'ai été premier président de la Cour des comptes. Je sais les conséquences de tout cela. On parlera dans un instant de Lucie Castet, Marine Tondelier, qui appelle à la candidature commune à gauche, qui prépare la présidentielle, tout comme Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais juste vous faire réagir à la déclaration hier de Michel Onfray, qui considère que si la France n'est pas gouvernée ou est ingouvernable, il y a un responsable, il s'appelle Emmanuel Macron. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron pourrait se dire, voilà, j'ai plus la main... Gaulliste. Gaulliste, Emmanuel Macron. S'il était le général de Gaulle, certainement. Enfin bon, apparemment, il ne l'est pas. Bon, on écoute Michel Onfray. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir un chef d'État qui n'a rien compris et qui se maintient au pouvoir alors que les Français lui ont fait savoir qu'il avait explosé la France. Je rappelle que, beaucoup de nos auditeurs probablement s'en souviennent, mais que Macron a fait savoir qu'il jetait une grenade dans les jambes des Français. Dégoupillé. C'était un off, comme on appelle. Il l'avait dit en coulisses. Oui, mais s'il le dit, c'est qu'il le pense, et il n'a pas dit qu'il ne l'avait pas dit. Dégoupiller, ça veut dire lancer une grenade. Une fois qu'elle est dégoupillée, si vous la lancez, elle est lancée. Il blesse, non pas machin bidule intel, c'est pas ça le problème, il blesse la France. Il blesse les Français. Et la France est ingouvernable. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une France qui n'est pas gouvernée? S'il voulait vraiment laisser une trace dans l'histoire, et une trace qui soit belle, pour l'heure elle n'est pas terrible, la trace qu'il laisse, mais ce serait de dire je démissionne parce que c'est pas bon pour la France qu'elle soit explosée comme ça et ingouvernable, donc ingouvernée. Qu'est-ce qu'on se dit en coulisses du côté de l'Élysée, Elodie Huchard? On est assez tranquille en réalité là-dessus, parce qu'une France ingouvernable, on peut le déplorer, c'est pas pour autant que le président de la République doit démissionner. C'est-à-dire que oui, on disait effectivement, on pouvait faire une De Gaulle et vous dire je suis désavoué, je pars. Vous pouvez aussi vous dire je suis désavoué et je reste, et à la rigueur, peu importe. Et certains, un peu plus cyniques, font le calcul de se dire que dans une France ingouvernable, où les gouvernements tombent les uns après les autres, celui que ça remet au centre du jeu, c'est justement Emmanuel Macron. Et donc, dans ces cas-là, il redevient le chef. J'ai l'esprit d'escalier, mais je ne vous ai pas posé la question la plus importante, Elodie Huchard. Si demain, il y a une motion de censure, concrètement, ça se passe comment? En ce qui concerne le budget? Oui. Alors, en ce qui concerne le budget, il faut faire passer une loi spéciale pour un certain nombre de choses, par exemple payer les fonctionnaires, etc. On reconduit le budget de l'année précédente. Ça veut dire que la France, oui, aura un budget. En revanche, tout ce qui est économie présente dans ce budget n'a pas lieu. C'est-à-dire que pour revoir la trajectoire budgétaire, ça ne marche pas. Tous les investissements prévus, les réformes, notamment tous les textes pour les agriculteurs, toutes les aides pour les agriculteurs ne sont plus budgétés. Et par exemple, très concrètement pour les fonctionnaires, évidemment, les fonctionnaires seront payés toute l'année. En revanche, tout ce qui est, par exemple, progression de carrière, même pour les forces de l'ordre, les montées en grade, etc., ça n'est pas budgété. C'est-à-dire que oui, la France fonctionne, on a un budget. En revanche, c'est un budget équivalent parfaitement à celui de l'année précédente. Et dernière question, si motion de censure il y a, à la seconde où cette motion est votée, le gouvernement tombe? Ah oui. Après, oui, on est en gouvernement, maintenant on a connu ça, qui gère les affaires courantes, comme ça a été le cas pendant de nombreuses semaines, jusqu'à ce qu'on ait un nouveau gouvernement. C'est déjà arrivé une fois. C'est arrivé en 62. Pompidou, le gouvernement Pompidou était tombé au moment de la réforme constitutionnelle visant à élire le président de la République au suffrage universel direct. Ce qu'avait fait De Gaulle à l'époque, je veux dire, il avait donc en effet accepté, je crois, la démission de Pompidou. Il n'avait pas le choix de toute façon, mais Pompidou avait géré les affaires courantes. Mais on était dans une autre situation. Complètement, parce que si... Mais complètement différente. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait eu effectivement censure du gouvernement, mais ensuite dissolution de l'Assemblée. Qui peut pas et référendum. Et référendum. Il y avait eu référendum, dissolution, référendum, élection législative, majorité absolue de Gaulle. De Gaulle avait gagné sur tout. Mais De Gaulle sauf que là, c'est un scénario qui oui, mais De Gaulle était différent. fort politiquement, à la différence d'Emmanuel Macron. Ça va lui plaire. J'espère qu'il ne regarde pas l'heure des pros ce matin. Vous allez avoir des problèmes, Arnaud Benedetti. On verra bien.
Autre chose, et là c'est un sujet qui peut vous intéresser également, est-ce que la gauche, dans les prochaines élections, va s'allier avec la gauche radicale, avec la France insoumise? Bon, Lucie Questet et Marine Tondelier, elles y vont. Hein. Il faut une candidature commune à gauche, elles lancent un grand appel. Je me demande toujours, Lucie Questet, quelle est sa légitimité? C'est-à-dire, elle a été... Vous avez raison de vous poser. Non, mais elle a été élue par qui, Grevel? Est-ce que vous pouvez me rappeler son CV politique à Lucie Travailler à la mairie de Paris. Oui, mais hormis, je suis certain que je ne parle pas de ses compétences, hein, bien au contraire. Oui. Je parle de sa légitimité politique. Bon, elles font une tribune commune, candidature commune à gauche. Dès à présent, il nous faut nous organiser et construire un projet commun à l'ensemble de la gauche, des forces de progrès et des écologistes, etc. etc. Nous posons un unique prérequis à cette aventure collective, souhaiter une candidature commune pour la prochaine élection présidentielle, sans placer tel ou tel nom comme préalable au travail collectif. Nous n'avons plus de temps à perdre, partout dans le pays, en Outre-mer et en Hexagone. Engageons ce travail collectif. Et je mets cette déclaration en parallèle avec ce qu'a pu dire le candidat soutenu par Anne Hidalgo aux élections municipales de 2026, à savoir Rémi Féraud pour Paris. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on lui a posé une question chez nos confrères du Figaro. Est-ce que vous envisagez de vous allier avec la France insoumise au second tour, notamment si cela vous permet de l'emporter? Sûrement pas. Il n'y a pas de complaisance possible avec l'antisémitisme, pas d'indulgence possible avec l'apologie du terrorisme islamiste. Avec, au premier comme au deuxième tour, je garderai toujours dans mon esprit les corps du 13 novembre 2015 devant le Carayon et le Petit Cambodge. C'est aussi ça, mon histoire. Donc vous avez deux manières à gauche de voir les alliances pour les prochaines élections. Alors Rémi Féraud est peut-être moins connu que Mme Tondelier et que Mme Questet. Il n'a pas les mêmes faveurs que du côté de la France insoumise. Mais c'est intéressant de voir ces deux lignes qui sont complètement différentes sur le rapport avec la France insoumise. Oui, elles ont toujours existé, ces deux lignes. Sauf que, si vous voulez, la ligne majoritaire et qui est la ligne qui l'emporte aujourd'hui à gauche, c'est la ligne la plus radicale. Enfin, le problème de la gauche aujourd'hui, si vous voulez, c'est que les plus radicaux sont ceux qui sont dominants politiquement et électoralement, et ce qui explique in fine que quand il y a des élections, les uns et les autres finissent par se rallier à un cartel électoral qui leur permet d'être élus. Le problème, c'est que vous avez des députés socialistes qui sont élus avec les voix des Insoumis. Ils ont très bien compris que sans les voix des Insoumis, ils n'étaient pas élus. Olivier Faure. Et d'ailleurs, à mon avis, je ne suis pas sûr, même sur la question de la censure, je ne suis pas sûr que tous les socialistes étaient favorables forcément au vote pour la motion de censure, mais ce qui va déterminer une partie de leur choix et la raison pour laquelle ils vont voter la censure, c'est qu'ils se disent éventuellement dans 6 mois, on a des élections législatives, si on veut garder notre siège, il vaut mieux qu'on vote la censure, tout simplement. Vous savez, c'est des calculs de ce type qui souvent président au choix. Hein. Bon, aujourd'hui, Lucie Questet, Marine Tondelier sont LFI compatibles. Est-ce que le Parti socialiste reste LFI compatible ou Mélenchon compatible? En fait, ça dépend de quelle frange du Parti socialiste. Comme le disait Arnaud Benedetti, on le voit sur la censure, mais on le voit sur plein d'autres sujets. Il y a les socialistes, entre guillemets, on va dire... peut-être historiques ou responsables qui se disent qu'il faut faire attention avec les institutions, attention aussi à ce qu'on dit et ce qu'on fait, et ceux qui courent derrière la France insoumise, peut-être pas juste par idéologie, mais en fait surtout pour garder leur siège. C'est vrai que parfois quand on voit François Hollande sur l'apologie du terrorisme cette semaine, quand les députés ont interpellé les députés LFI, ils ont souvent fait référence à François Hollande, on le voit embêté, et en même temps on ne voit pas de position claire ni de volonté de sa part de quitter le NFP. Bon, trouble du côté des partis politiques, et puis ça a été très violent cette semaine à l'Assemblée, avec des altercations entre députés. Le député MoDem Nicolas Tourcoing était à l'origine d'une altercation jeudi soir à l'Assemblée nationale. Il a admis avoir pété un câble et dit regretter, je le cite, tout en dénonçant des charognards parmi ses pairs après son altercation avec Nicolas Boudou du PS ainsi qu'Antoine Léaumont. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'il y a une députée, Violette Spielbout, la députée du Nord, qui a témoigné chez nos confrères du journal du dimanche et qui raconte les menaces dont elle a été victime, son domicile dégradé pendant la bataille des retraites. Et elle pointe la responsabilité de la France insoumise. En 2 jours, j'ai reçu plus de 5000 mails identiques m'intimant de retirer mes amendements au projet de loi de la réforme des retraites. Il faut rappeler à la LFI que les députés ont un mandat représentatif, pas impératif. Ce harcèlement en ligne passe également par des campagnes de name and shame, comme lorsque Mathilde Panot dresse des listes de députés opposés à sa réforme et invite ses followers à ne pas oublier leur nom.
Qu'est-ce que c'est, sinon un appel à la haine, quand les députés LFI de mon département, Aurélien Lecoq, partagent mon adresse mail sur X et demande à sa communauté de m'écrire quel est son projet. Le projet, c'est du cyberharcèlement et de mettre des cibles dans le dos. Et si ensuite il y a des agressions physiques, parce que ce qui est en ligne peut se traduire dans les faits physiquement, on l'a déjà vu dans d'autres dossiers, eh bien, on saura que c'est LFI qui sont responsables. Très clairement, ils mettent des cibles dans le dos, il n'y a pas d'autre mot. Manuel Bompard sera l'invité du grand rendez-vous. Peut-être qu'il y aura une question là-dessus. Je crois qu'il a d'ailleurs interpellé... c'était la vice-présidente à qui... Naïma Mouchou, à qui il aurait dit, tu vas le payer, tu vas payer ce que tu es en train de faire, tu es complice, oui, tu paieras, ça oui, y compris électoralement. C'est une sémantique de voyou. Comment ? C'est une sémantique de voyou. Vous irez lui dire dans le couloir. Je lui dirai dans le couloir. La publicité, on revient dans un instant pour la deuxième partie de l'heure des pros. Il est quasiment 9h30 et on poursuit l'heure des pros ce matin, toujours avec Eric Revel, Sarah Salman, avec Élodie Huchard et Arnaud Benedetti. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce qu'il se passe à Compiègne depuis le mois de juin. Les agents expérimentent dans 4 quartiers de la ville le ramassage anticipé des conteneurs des immeubles collectifs. L'objectif, en fait, c'est d'éviter que ces conteneurs, ces poubelles, elles ne puissent être utilisées comme barrage routier ou combustible, suivez-moi, près des points de deal. C'est-à-dire que les dealers vont les utiliser pour bloquer la circulation. Et ces collectes, elles vont se faire entre 9h et 11h30 avant l'arrivée des dealers. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui la force publique, les agents de l'État, qui vont s'adapter aux délinquants et aux criminels. C'est une blague. Non, je vous propose de regarder le sujet parce qu'il est édifiant. Reportage dans l'un de ces quartiers avec Florian Doré, Axel Rebaud et Sarah Varni. Dans ce quartier de Compiègne, les poubelles sont utilisées comme barrage par les dealers afin de bloquer l'accès aux forces de l'ordre. Une situation qui exaspère les habitants. On n'est pas sécurisé, quoi. Tu as des problèmes, tu veux sortir, tu ne peux pas sortir. Une personne, s'il vient de loin pour venir te voir, il ne peut pas entrer chez toi. Parce que c'est barré. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mes maris, pour mes frères. Depuis juin, 4 quartiers de la ville expérimentent le ramassage anticipé des ordures ménagères. Désormais, les poubelles sont collectées le matin entre 9h et 11h30. Une solution qui soulage les riverains exaspérés. Mais les dealers trouvent déjà d'autres mobiliers urbains pour barrer la route. Les grilles que vous voyez là, qui sécurisent les périmètres des travaux, c'est les nouveaux grilles qui sont utilisés dans le cadre effectivement pour fermer l'accès aux forces de l'ordre ou en tout cas à des personnes étrangères autour des points de deal. Une solution qui n'est donc pas pérenne. Pour lutter contre le trafic de drogue, le maire de la commune demande une réponse politique. Il faut sans doute réexaminer, d'ailleurs Bruno Retailleau a été un de ceux qui ont évoqué cela, les contraintes juridiques, les contraintes issues de l'interprétation de la Constitution, de son préambule. Peut-être qu'il faut un peu moins de liberté publique et plus d'efficacité dans la lutte contre la délinquance et notamment la drogue qui mine les quartiers. Cette expérimentation devrait se poursuivre à Compiègne au moins jusqu'au 30 juin 2026. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pour ça que je vous ai posé la question. C'est c'est pas une blague. Non, Philippe Marini, c'est le maire historique de Compiègne. C'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce que vous disiez, on s'adapte au trafic de drogue. C'est-à-dire qu'on ne donne plus l'impression qu'on lutte et qu'on répond d'ailleurs aux angoisses. On a entendu cette dame pour ses enfants sur le trafic de drogue qui se répand un peu partout, y compris dans les cités qui parfois sont abandonnées totalement par l'autorité. Mais on s'adapte. C'est-à-dire qu'on facilite finalement le développement du commerce. Vous voyez, on facilite le développement du commerce de la drogue. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler en bonne intelligence entre dealers et agents de la mairie. Est-ce qu'un jour, il ne faudra pas prévoir un fourgon blindé pour récupérer l'argent en liquide du deal, vous voyez, pour éviter que d'autres bandes les attaquent? Mais vous arrivez à 300 policiers nationaux, ou je ne sais pas, vous mettez, que sais-je, des services spécialisés, et vous balayez tout ça. C'est un aveu de Ils vont se remettre ailleurs. C'est comme une opération Place Net XXL. Vous pouvez faire ça, ils vont se remettre
mettre ailleurs. Et avec l'ubérisation du trafic de stupéfiants, ils n'ont même pas besoin d'être dehors avec un point de deal. Alors là, ce que vous dites est vrai, on s'adapte complètement à eux. Plutôt que de se dire on va éradiquer le trafic de stupéfiants, on se dit on va décaler l'horaire du ramassage poubelle. En clair, c'est ça. Exactement ça. C'est exactement ça. Alors hier, et on est très heureux de couvrir cet événement merveilleux qui est la réouverture de Notre-Dame. Ce qui est vrai, c'est que c'est une réussite historique, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Et quand je dis exceptionnel, c'est qu'il y a une loi d'exception qui a été mise en place justement pour accélérer le processus de restauration, pour balayer les difficultés parfois légales, administratives, la lourdeur, la gabegie de l'État dans la restauration d'immeubles. Mais attendez, sur les questions de sécurité, sur les questions de ville, allez-y, faites-la votre loi d'exception. Le maire de Compiègne est un ancien parlementaire très chevronné qui a été pendant des années et des années rapporteur général du budget au Sénat, donné d'ailleurs plusieurs fois ministre du budget, il ne l'a jamais été, il aurait pu l'être. En l'occurrence, et quand même, ce qu'il fait quelque part, c'est qu'il pose un acte politique aussi en faisant cela, parce que les propos qui sont très intéressants, les propos qu'il tient. En fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il faut réformer notre dispositif législatif, en l'occurrence. Je résume ce qu'il a dit, c'est vous avez fait une loi d'exception pour Notre-Dame, faites-le pour Compiègne, pour qu'aujourd'hui, vous mettiez n'importe qui balaye cette situation et que les dealers ne soient plus les patrons dans leur quartier. Il prend acte d'une situation sur le terrain où il ne peut plus faire autrement, en l'occurrence, que de s'adapter à l'agenda des dealers, ce qui est quand même, en effet, le D'ailleurs, avec subtilité, parce que c'est le style de Marigny depuis des années, il renvoie la patate chaude à Retailleau. Vous avez vu comment il parle de Retailleau, bien sûr. Moi, ce que je comprends dans sa déclaration, c'est qu'il nous explique qu'aujourd'hui, notre arsenal législatif ne nous permet pas d'éradiquer le contrôle dans ces quartiers-là des dealers qui sans problème sont en train de créer des barrages. Et c'est vrai que Bruno Retailleau aujourd'hui, il fait de la lutte contre le trafic de drogue l'une de ses priorités avec la question migratoire. Oui, après il faut voir quels seront les actes réels, parce que dire la lutte contre le narcotrafic est ma priorité, je crois qu'on l'a entendu de Gérald Darmanin pendant des semaines, des mois. Et effectivement, ce maire, en fait, on voit qu'il met aussi en place des choses qu'on peut juger peut-être même presque ridicules, tant ça semble peu, mais c'est aussi un moyen de dire, moi, en tant que maire, je ne peux pas tout faire, c'est pas moi qui fais les lois, donc maintenant, moi, je fais ce que je peux, c'est dérisoire, maintenant, c'est au pouvoir politique, il a un mot qui est très vrai, il y a une part de volonté politique, la volonté, à chaque fois, les ministres de l'Intérieur disent l'avoir, et bien que cette volonté se traduise en actes. Je voudrais qu'on aille à présent en Suède. Pourquoi en Suède ? Parce que depuis une dizaine d'années, le pays enregistre une hausse importante de la criminalité. Les gangs, de plus en plus nombreux, sont toujours plus violents et recrutent des membres de plus en plus jeunes. Et ce qui se passe en Suède, on peut le voir aussi en France, et notamment à Marseille. Avec ses 10 millions d'habitants, la Suède enregistre en moyenne une fusillade par jour, des règlements de compte sur fond de trafic d'armes et de drogue. Et la Suède a enregistré une hausse de la criminalité causée par une guerre des gangs impliquant plusieurs des membres de gangs. Vous voyez le sujet de Sharon Camara. Ils sont de plus en plus jeunes. Impliqués dans des fusillades et autres règlements de compte, des mineurs sont recrutés par des chefs de gang. Aujourd'hui, ceux qui intègrent un gang le font uniquement pour l'argent. Ils savent que c'est bien payé. Cela peut être tentant, surtout lorsqu'il y a des problèmes à la maison. Ancien membre de gang, Victor se désole aujourd'hui de voir des mineurs entraînés dans cette spirale de violence. Pour moi, tout a dégénéré lorsque j'ai eu 18 ans. J'étais dans une période très difficile de ma vie. Au final, à 19 ans, la police a débarqué chez moi et m'a arrêté alors que je dormais. Aujourd'hui, je constate que tout le monde veut être un meurtrier. C'est vraiment triste de voir que c'est ce à quoi aspirent les jeunes. Pour cette ancienne avocate, le gouvernement doit impérativement durcir la loi pour mettre fin à cette violence. Je pense que la police et le gouvernement doivent utiliser la loi pour faire évoluer la situation et utiliser tous les traitements possibles pour empêcher les gens de recruter des enfants. Je ne pense pas que la peine de 3 ans de prison pour le recrutement d'un enfant soit suffisante. La sanction devrait être beaucoup plus sévère, car vous utilisez un enfant pour commettre un meurtre. En Suède, les règlements de compte sur fond de trafic d'armes et de drogue ont fait 53 morts en 2023. Bon, ce qui se passe en Suède se passe sur certaines échelles locales et notamment à Marseille, Arnaud Benedetti, avec le recrutement de dealers et de criminels de plus en plus jeunes, parfois mineurs. C'est documenté.
Oui, mais en fait, ce qui est intéressant en Suède, c'est que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas être condamnés pénalement et qu'ils sont remis en clair aux services sociaux. C'est pour ça qu'ils se tournent en priorité vers des mineurs de moins de 15 ans. En France, vous avez un abaissement de la sanction si vous êtes mineur, mais vous pouvez quand même être sanctionné. Donc il y a un mimétisme, certes, mais au niveau de la sanction pénale, c'est pas exactement la même chose. Donc quand cette dame parle de réformer au niveau législatif, je pense qu'elle fait allusion à cela. On parle de la question migratoire, on revient en France à présent. Un sujet qui n'a absolument pas été traité et pourtant on apprend qu'Utopia 56, une des associations pro-immigration, est dans le viseur de la justice. Plusieurs enquêtes pénales sont en cours concernant des actions à la frontière franco-britannique, frontière à laquelle s'est rendu Bruno Retailleau il y a 48 heures. Et les accusations sont graves, puisqu'on parle de diffamation, on parle de fausses alertes. Les précisions avec Marie-Victoire Dieudonné. Les 3 membres d'Utopia 56 ont été convoqués par la police et la gendarmerie après plusieurs signalements. D'après nos confrères du Monde, la première plainte vise de fausses alertes. La préfecture maritime de la Manche accuse des membres de l'association d'avoir communiqué de fausses informations lors d'appels téléphoniques, et cela afin de faire croire à un sinistre et de provoquer l'intervention inutile des secours. Une deuxième plainte similaire a été reçue par le parquet de Rennes après un appel au secours en août dernier. Le bénévole y avait faussement dénoncé des violences policières sur des migrants. Enfin, la préfecture du Pas-de-Calais a porté plainte pour diffamation. À l'origine, un contenu partagé sur X par l'association où des migrants dénonçaient des tirs de grenades lacrymogènes ayant mis le feu à une embarcation. Dans le cadre de ces enquêtes préliminaires actuellement en cours, les 3 individus seront prochainement auditionnés. De son côté, l'avocat d'Utopia 56 dénonce la criminalisation de l'aide aux migrants. Personne n'en parle, Éric Revel. Et on a vu des associations de droite ou dites d'ultra-droite dissoutes pour moins que ça. Alors là, on est sur on verra ce que vont donner les interrogatoires. Mais si vous voulez, j'ai en mémoire quand même certaines associations, alors je ne sais pas si c'est Utopia 56 précisément, mais c'était très clair, qui incriminaient les services de secours dans la Manche de ne pas être suffisamment avec rapidité, avoir porté secours à des gens qui, au péril de leur vie, traversent la Manche. Et là, vous apprenez que potentiellement, ces gens qui appartiennent à des associations censées protéger les migrants feraient de faux appels au secours. Et, pardon, mais là, on est dans scandale absolu. On verra ce que donnent les interrogatoires. Oui, pour l'instant, ils sont quand même présumés innocents, même si les accusations sont assez graves, puisqu'ils perçoivent quand même des financements. Alors, eux disent que ce sont des financements privés d'autres associations. C'est ce qu'on disait à la pause. Il faut voir d'où viennent aussi les fonds. Parce que... je peux vous le dire, puisque je suis allé sur le site. Je me demandais si... Ils mettent 40% de particuliers et 60% d'autres associations. C'est ce qu'ils mettent sur leur site. Utopia 56 ne demande ni reçoit de financement de l'État. Ce choix nous permet de garantir notre liberté de parole et notre indépendance d'action. Et moi, je ne suis pas sûr que sur le financement. Je suis en train de vous dire qu'il y a des associations dites d'extrême droite qui ont été dissoutes pour moins que ça. Oui, les soulèvements de la terre qui ont été autorisés. Des associations dites d'extrême droite qui ont fait la une des médias pour moins que ça. Mais le cofondateur d'Utopia 56 dit que cette association est apolitique. En réalité, cette association est gangrénée par l'extrême gauche. Mais eux se revendiquent apolitiques, ce qui est vraiment d'une hypocrisie assez importante. Puis attendez, au-delà de la question des financements, pardonnez-moi, vous êtes un particulier, vous croyez, parce que vous voulez aider des migrants qui traversent, vous croyez que Utopia 56... Mais ils se font de l'argent sur le dos des migrants. Alors, si vous voulez, que ce soit de l'argent public ou de l'argent privé, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pour ça que j'étais pas sur les financements. Grave, j'étais sur la dissolution ou non de ce genre d'association. Bruno Retailleau, je le disais, s'est rendu dans le Pas-de-Calais vendredi. Il a passé 48 heures sur place et il entend engager, pourquoi pas, un bras de fer avec la Grande-Bretagne sur la question migratoire, Élodie Huchard. Oui, alors ça c'est pareil, c'est un peu un vieux serpent de mer de se dire, parce qu'on rappelle que la frontière, c'est nous qui l'avons, elle est sur notre territoire, et donc c'est de forcer la Grande-Bretagne à prendre davantage de migrants qui, en fait, on me rappelle, passent par la France, non pas pour s'arrêter chez nous, mais avec la volonté de passer au Royaume-Uni. Le seul problème, une fois de plus, c'est que c'est pas le premier qui a cette idée. Jusque-là, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et malheureusement, ce qu'on voit ces derniers temps dans les bras de fer diplomatiques, entre guillemets, que la France veut mettre en place, c'est là où on se rend compte aussi de l'affaiblissement de la France, parce que les bras de fer qu'on met en place, que ce soit avec les pays de départ ou avec les pays où il doit y avoir arrivé, en général, tous ces bras de fer, on les perd. Et effectivement,
effectivement, sur les associations, on parle là de diffamation. On rappelle aussi, comme vous le disiez, que ces associations sont aussi souvent quand même responsables de participer à de la traite d'êtres humains en prenant ces migrants et en leur promettant monts et merveilles, ce qui me semble encore plus important que ce qu'on leur reproche réellement. En leur demandant de rembourser ensuite le trajet pendant des années, ce qui les met en difficulté financière. Autre polémique à présent, c'est une polémique qui a éclaté autour du festival du cinéma LGBTQ+, Chéri Chéri, avec une victime, Julia Layani, militante LGBTQ, dit avoir été exclue d'une tribune en soutien à Gaza pour avoir proposé de mentionner les otages israéliens. La région Île-de-France a annoncé suspendre sa subvention au festival. Je vous propose de l'écouter puisqu'elle était l'invitée hier d'Europe 1 et elle raconte ce qu'il s'est passé. Julia Layani. J'étais quand même dans une salle de cinéma de 300 personnes où je me suis fait huer parce que je voulais mentionner, simplement ajouter, à aucun moment annuler ce qu'ils voulaient dire, ajouter, mettre une virgule à leur texte. Je voulais simplement mentionner les otages israéliens et ça vous a été refusé. Refusé. Et vous vous faites huer parce que vous les mentionnez. Ouais, complètement, bien sûr, je me fais huer. Parce que j'invite Caroline 300 personnes qui sont dans la salle. C'est des gens du jury, des candidats du festival, des gens qui viennent voir le festival. C'est un festival qui est politique, malgré lui en réalité, mais tout est politique aujourd'hui. Et en vrai, je suis assez dans la gratitude de tout le soutien que j'ai reçu, mais je suis extrêmement déterminée et ce sera un combat. Mon combat contre le fascisme ne fait que commencer. Je vous propose de l'écouter à présent parce que Pascal de la Tour du Pin lui demande ce qu'elle a ressenti. Est-ce qu'elle l'a vécu comme une sorte d'acte antisémite, bien sûr. Si ça, c'est pas de l'antisémitisme, c'est quoi l'antisémitisme? En fait, aujourd'hui, je me pose la question de savoir comment définir l'antisémitisme. Parce que lorsque l'on se sent agressé, lorsqu'on se sent discriminé en tant que juif, on n'est pas écouté. On ne peut pas mentionner ce mot qui est censé nous protéger, qui est l'antisémitisme. Voilà, on est taxé de paranoïaque, on est taxé d'hors-sujet. Et c'est inadmissible, c'est insupportable. Vous le dites d'ailleurs dans votre post, notre société est malade, la mode est à l'annulation sans autre forme de procès. Tout à fait. C'est ce que vous-même, vous avez vécu dans votre chair. Absolument. Si vous voulez, je suis ni de gauche ni de droite et je suis de gauche et de droite. Je partage des opinions des deux côtés. Je suis un membre engagé de la communauté LGBT, je suis extrêmement militante. Donc, les personnalités de gauche, les militants de gauche, je les connais, j'ai plein d'amis, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais moi, ce que je souhaite, c'est une société où on peut se parler, où lorsque l'on n'est pas d'accord, on arrive à se communiquer, à pouvoir se rejoindre, à pouvoir se rencontrer. Or, aujourd'hui, il y a une poignée, encore une fois, d'individus perturbateurs qui prônent une idéologie de censure, d'annulation. En anglais, on dit qu'on cancel les gens. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais ils sont mal tombés parce que je ne me suis pas laissé faire. Elle a été extrêmement courageuse parce que j'ai lu son post Instagram. En fait, elle a demandé par mail si elle pouvait ajouter les otages israéliens qui sont détenus par le Hamas, ce qui est factuel, et ça lui a été refusé. Elle est quand même montée sur scène pour le faire en se faisant huer. Donc oui, elle a été victime d'antisémitisme. C'est un festival que je ne connaissais pas, mais qui normalement devrait être apolitique. Et on voit que finalement, un soutien, c'était même pas un soutien au gouvernement de M. Netanyahou, c'était simplement préciser que les otages sont détenus. Ça lui a valu d'être victime d'antisémitisme, qui est parfaitement intolérable. Arnaud ? Oui, mais elle a raison. Il y a des groupes ultra à gauche aujourd'hui qui trient entre les victimes. Il y a les bonnes et les mauvaises victimes. C'est malheureusement ultra sectaire. Ça, je crois je crois qu'on peut être tous d'accord sur le constat. Je ne vais pas dire ultra minoritaire parce que c'est loin d'être une. Ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires peut-être, mais ils ne sont pas ultra minoritaires. Ils sont très actifs dans un certain nombre de secteurs, mais ils ne sont pas quand même majoritaires dans l'opinion publique. Oui, mais heureusement d'ailleurs. Bien sûr, mais ils font du bruit. Ils infusent dans les esprits. Ils sont ultra bruyants, ultra sectaires, parfois violents. Ils sont minoritaires, mais de dire ultra minoritaire, ce serait une erreur. C'est un acte de plus de l'antisémitisme multiforme qu'on connaît dans ce pays. C'est un acte de plus, verbal.